Comment une multinationale peut-elle annoncer une baisse de plus de 5% de ses revenus, avertir d'un mur imminent d'environ 400 millions d'euros de coûts inattendus et voir quand même les analystes recommander d'acheter ses actions les yeux fermés? Ouais, c'est vrai que présenté comme ça paraît totalement contre-intuitif. C'est le grand paradoxe qu'on va aborder aujourd'hui dans ce décryptage en profondeur. On va analyser une note stratégique et financière qui vient tout juste d'être publiée. Ça concerne les résultats du premier trimestre 2026 d'un géant mondial de la mobilité, donc Michelin. Exactement. Et l'idée ici, c'est pas de faire un cours magistral de comptabilité, ligne par ligne. Surtout pas, non. Bah ouais, ça serait vite ennuyeux. Le vrai but de cette exploration, c'est plutôt de comprendre la mécanique interne d'une entreprise géante qui se heurte en fait à la réalité physique et géopolitique du monde d'aujourd'hui. Savoir lire entre les lignes d'un bilan comme celui-ci, ça révèle toute une histoire de résilience. Comment on navigue entre les fluctuations des monnaies, le prix du pétrole brut ou même des routes maritimes bloquées. C'est ça. Comment une direction manipule ses leviers pour protéger ses marges, quoi. Et pour bien saisir cette mécanique, il faut d'abord qu'on s'attaque au contraste le plus frappant de cette note. Le fameux décalage. Ouais, le décalage total entre l'argent qui rentre dans les caisses et les objets matériels, les pneus en l'occurrence, qui sortent vraiment des usines. La note indique un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros pour ce premier trimestre 2026. Ce qui est énorme dans l'absolu. Mais qui représente une baisse de 5,4% par rapport à l'année dernière en fait. Donc sur le papier, le constat initial, il est super simple, l'entreprise encaisse moins d'argent. voilà, le chiffre baisse. Sauf que, en parallèle, si on regarde les volumes, donc vraiment le nombre physique de pneus fabriqués et vendus, il recule seulement de 1,4%. Ouais, la chute est beaucoup plus douce. C'est ça, il y a une vraie déconnexion. Moi j'aime bien prendre l'analogie du boulanger de quartier, tu vois. Vas-y, je t'écoute. C'est comme si ce boulanger sortait presque exactement le même nombre de baguettes de son four que l'année d'avant, avec la même file de clients dehors, mais à la fin de la semaine, son tiroir caisse affiche un trou de 5,4%. La seule explication logique, c'est que la monnaie qu'on lui a donnée pour payer le pain a perdu de sa valeur, non ? C'est exactement ça. Dans le jargon financier, c'est ce qu'on appelle l'effet de change ou l'effet devise. C'est une friction totalement inévitable pour toute multinationale qui est mondialisée. Oui, parce qu'ils vendent partout. Partout. En dollars, en yuan, en yens. Et quand l'euro s'apprécie fortement face à ces monnaies-là sur un trimestre, les revenus générés à l'étranger, une fois qu'on les rapatrie au siège social en Europe, ils valent mécaniquement moins d'euros. Ah, d'accord. Donc c'est un choc externe en fait. Totalement exogène. Le pneu, en soi, il a été vendu exactement au même prix aux États-Unis ou en Asie. Le client là-bas, il n'a vu aucune différence. L'usine, elle, a tourné au même rythme. Mais la traduction comptable en Europe est amputée. Donc, cette baisse de revenus de 5,4%, c'est pas un problème de fuite des clients ou un produit qui ne plaît plus. C'est juste une mauvaise météo monétaire, quoi. Exactement. C'est un écran de fumée. Le vrai thermomètre de l'activité, c'est bien le volume. Ce fameux moins 1,4%. Voilà. Mais alors attends, là il y a un truc qui m'échappe un peu dans la réaction des marchés. Je veux bien jouer l'avocat du diable, mais moins 1,4%, même si c'est minime, ça reste une baisse. C'est sûr. C'est un chiffre dans le rouge. L'entreprise vend physiquement moins de produits. Rétrécir un peu plus lentement, ça reste rétrécir. Oui, vu comme ça, oui. Alors pourquoi dans un système économique qui exige toujours de la croissance, pourquoi le marché célèbre ça comme une victoire ? À quel moment on arrête d'applaudir une perte moins pire pour exiger du vrai vert ? C'est une super question. En fait, pour comprendre ça, il faut arrêter de regarder l'économie comme une simple photographie à l'instant T. Il faut regarder la trajectoire, le cycle des stocks. Le cycle des stocks, c'est-à-dire ? Ce qu'on appelle l'effet coup de fouet dans les chaînes d'approvisionnement. Ce chiffre de moins 1,4%, tu peux pas l'évaluer dans le vide. La note qu'on analyse, elle donne tout l'historique de 2025 pour comparer. Ouais, j'ai vu ça. Au premier trimestre de l'année dernière, les volumes avaient plongé de 7,3%. Ah ouais, 7,3, c'est violent. Très violent. Et ça, c'était pas parce que les gens avaient arrêté de rouler en voiture du jour au lendemain. C'était un gel massif des commandes. Les distributeurs, les garagistes, avec l'incertitude économique, ils ont arrêté d'acheter. Ils ont vidé leurs propres réserves avant d'en recommander, en fait. Exactement, ils ont vidé l'arrière-boutique. Mais après, regarde la pente. Au deuxième trimestre 2025, on passe à moins 4,9%.
Puis au troisième, moins 4,5%. Au quatrième, moins 2,4%. Et donc on arrive aujourd'hui au premier trimestre 2026 à moins 1,4%. Voilà, la dérivée de la courbe, elle est fortement ascendante. Passer d'une destruction de 7,3% à une quasi-stabilité en 12 mois dans une industrie lourde, c'est une sacrée performance. Ouais, parce qu'une usine, ça se pilote pas comme un vélo, j'imagine. C'est clair. Ça demande une réactivité dingue. Les marchés investissent sur cette trajectoire. Ça montre que la chute libre est finie, que les stocks intermédiaires sont purgés et que la vraie demande, la demande naturelle de réapprovisionnement, elle est de retour. D'accord. Donc l'atterrissage est réussi, la dynamique est rassurante, mais ça souligne un autre point de la note. Si le marché global stagne à peu près et qu'eux arrivent à redresser la barre aussi vite, c'est qu'ils prennent forcément les parts du gâteau de leurs concurrents, non? C'est mathématique, oui. C'est ce qu'ils disent dans le document. Ils parlent de gains de parts de marché grâce à une, et je cite, politique de prix offensive depuis l'automne. Mhm. Mais alors ça, c'est un jargon qu'il faut décortiquer. Face aux concurrents asiatiques qui cassent les prix en permanence, comment tu peux être offensif sur tes prix sans faire fuir tout le monde et détruire tes volumes? C'est là qu'on touche au cœur de leur stratégie, le fameux pricing power, le pouvoir de fixation des prix. Ouais. Une politique de prix offensif pour une marque haut de gamme, c'est pas déclarer une guerre des prix pour brader ses stocks, et c'est pas non plus augmenter tous les prix du catalogue à l'aveugle. C'est de la chirurgie très très fine. Chirurgie fine, c'est-à-dire, ils font du cas par cas? Presque oui. Par exemple, ils vont augmenter, ou en tout cas maintenir très fermement leurs tarifs sur les gros pneus, les jantes de 18 pouces et plus. Ah, pour les SUV et tout ça. Voilà, les gros SUV ou surtout les véhicules électriques, sur ces segments-là, le client il a une exigence technologique forte. Il veut que le pneu supporte le poids énorme des batteries, qu'il soit hyper silencieux. C'est vrai que l'électrique, vu qu'il n'y a pas le bruit du moteur, le pneu s'entend beaucoup plus. Exactement. Donc là, l'élasticité au prix, elle est faible. Le client, il est prêt à payer la prime de marque. Par contre, sur les petits pneus standards pour les citadines, là où c'est l'enfer concurrentiel, là, ils vont ajuster le prix juste assez pour étouffer la concurrence. Tout en protégeant leur marge globale, quoi. C'est ça. Et ça marche parce qu'ils ont un autre levier majeur que la note souligne bien, c'est la diversification. Oui, la diversification des segments. Souvent, dans le monde des affaires, on sort l'analogie un peu cliché de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Classique, ouais. Mais pour de l'industrie lourde comme ça, je trouve que ça correspond pas trop. Moi, je vois ça plutôt comme la suspension indépendante d'un gros véhicule tout-terrain, tu vois. Ah, j'aime bien l'idée, développe. Si ta roue avant droite, elle se prend un nid de poule énorme. Mettons un effondrement soudain des ventes de voitures de Monsieur Tout-le-Monde à cause de la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Tout le véhicule s'écrase pas, parce que les 3 autres roues, elles compensent le choc. Et pour eux, ces autres roues, c'est les pneus pour l'industrie minière, pour l'agriculture, pour les avions. Ouais, ou même les matériaux de très haute technologie. Et c'est vital, parce que ces secteurs-là, le génie civil, l'aéronautique, ils ont des cycles économiques totalement déconnectés de la consommation des ménages. Ça n'a rien à voir avec l'inflation au supermarché. Exactement. Une compagnie minière qui extrait du cuivre, elle va pas arrêter ses énormes camions parce que l'inflation pèse sur les ménages. Elle a besoin de pneus qui coûtent parfois des dizaines de milliers d'euros l'unité, juste pour garantir que la mine tourne sans arrêt. Des dizaines de milliers d'euros le pneu. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Et les marges sur ces produits de spécialité sont structurellement beaucoup plus élevées que sur la voiture grand public. C'est ce mix de vente qui amortit tout. D'accord, donc la stratégie est super agile. C'est presque parfait sur le papier, mais la réalité physique finit toujours par cogner à la porte. Ah on fabrique pas du virtuel là. Voilà, fabriquer un objet de 15 ou 100 kilos, ça demande de la matière. Et dans la note, il y a un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. C'est ce vent contraire estimé à 400 millions d'euros. Ouais, ça pique. 400 millions de surcoûts inattendus liés au pétrole, au coût de transport, à l'énergie. Comment tu peux absorber un coup de boutoir de 400 millions sans faire dérailler toute ton année ? Il faut bien voir que l'industrie du pneumatique, c'est l'une des plus exposées aux matières premières. Un pneu, c'est pas juste du caoutchouc naturel, c'est de l'acier. Et surtout, des quantités astronomiques de dérivés du raffinage pétrolier. Du pétrole carrément dans la gomme. Oui, le noir de carbone, le caoutchouc synthétique, tout ça, c'est de la pétrochimie. Donc, dès que le baril de brut se tend un peu, toute la chaîne de valeur encaisse le choc avec quelques mois de retard. Et à ça, il faut rajouter le transport. La logistique mondiale, les porte-containers. C'est ça. Et ça nous amène au point de la note sur les facteurs de risque géopolitique, notamment le Moyen-Orient. Ouais, parlons-en de ça parce que c'est hyper intéressant. Les analystes soulignent un truc très précis. Ils disent que les ventes directes de l'entreprise au Moyen-Orient, ça représente moins de 1% de leur chiffre d'affaires global. Une paille, quoi. Une vraie goutte d'eau.
Mais en même temps, le rapport classe cette région comme un risque majeur d'incertitude. Comment une zone qui pèse 1% des ventes peut menacer tout le système d'Amber? Parce que le danger, il n'est pas commercial, il est systémique. C'est l'effet domino de la mondialisation. Le Moyen-Orient, c'est peut-être que 1% des revenus, mais c'est le canal par lequel passe une grosse partie du commerce mondial et de l'énergie fossile. Ah, la mer Rouge, le canal de Suez. Exactement. S'il y a de l'instabilité et que les compagnies maritimes refusent de passer par Suez, elles doivent faire quoi? Elles doivent détourner les navires. Ils font tout le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et ça rallonge le trajet de plusieurs semaines. Immédiatement, t'as les taux de fret maritime qui explosent. La consommation de carburant de la flotte mondiale s'envole. Ce qui refait monter le prix du pétrole. Voilà. Et au final, cette inflation, elle se répercute direct sur la facture énergétique de l'usine qui fabrique ses pneus en Europe ou aux États-Unis. Une crise dans une zone de 1% des ventes contamine les coûts des 99% restants. C'est fascinant et effrayant à la fois. L'effet papillon en économie réelle, quoi. Donc si je résume la situation, on a des revenus freinés par les devises, des volumes qui se contractent encore un peu, et un mur de 400 millions de surcoûts aggravés par la géopolitique. C'est le tableau de bord, ouais. La logique voudrait que le management tire la sonnette d'alarme, qu'ils révisent leurs prévisions à la baisse. Mais non, le document dit qu'ils maintiennent tous leurs objectifs. Tous. Une progression du résultat opérationnel à taux de change constant et surtout, il confirme un cash flow libre supérieur à 1,6 milliard d'euros. C'est le chiffre clé du rapport, ça. Mais justement, ce terme de cash flow libre, on l'entend partout en finance, mais ça reste du jargon. Généralement, les gens regardent le bénéfice net. Pourquoi le cash flow libre, c'est si important? C'est quoi la différence? C'est très simple. Le bénéfice comptable, c'est un super indicateur, mais il inclut plein de concepts abstraits non monétaires. Je te donne un exemple. Vas-y. Si une usine achète une machine ultra chère, mettons 10 millions d'euros, en comptabilité, elle va pas déduire 10 millions de son bénéfice cette année-là. Ah bon? Non, elle va étaler cette perte de valeur sur, disons, 10 ans. C'est ce qu'on appelle les amortissements. Ça lisse le bilan. Mais dans la vraie vie, le chèque de 10 millions, il est bien parti du compte en banque, tu vois. D'accord. L'argent a vraiment quitté la caisse. Voilà. Le cash flow libre, à l'inverse du bénéfice comptable, c'est la réalité brute de la trésorerie. C'est le flux de liquidité net généré par les opérations une fois que tous les investissements pour maintenir l'usine ont été payés. Donc si on vulgarise vraiment au max, le cash flow libre, c'est l'argent sonnant et trébuchant qui reste physiquement sur le compte en banque le 31 décembre. Exactement. Une fois que la facture de caoutchouc est réglée, que les salaires sont payés, que les nouvelles machines sont achetées, c'est ce qui reste en vrai. C'est le nerf de la guerre. C'est cette liquidité qui te permet de survivre au prochain choc, de payer tes dettes ou de verser des dividendes. Et pour dégager 1,6 milliard dans un contexte avec 400 millions de surcoûts, ça demande un contrôle impitoyable de ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils doivent optimiser chaque euro, forcer la vente des stocks qui dorment dans les entrepôts, accélérer le recouvrement des factures chez les clients ou négocier des délais plus longs avec leurs fournisseurs. Une discipline de fer, en somme? Une rigueur absolue. Et c'est exactement pour ça que la note des analystes se termine par une recommandation d'achat avec un objectif fixé à 40 euros par action. D'accord. Donc les investisseurs, ils cherchent pas une entreprise qui vit dans un monde parfait sans inflation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui. Ce qu'ils récompensent avec cet objectif à 40 euros, c'est la preuve que le modèle d'affaires, il encaisse les chocs, il fait passer des hausses de prix sans se cracher et il protège son cash. Et le prochain grand test, ça sera l'Assemblée générale annuelle du 22 mai. C'est là qu'on verra comment la direction va articuler toute cette stratégie de résistance face aux actionnaires en direct. Ouais, ça va être un rendez-vous très observé. Mais tu sais, en lisant tout ça, ça m'amène à une réflexion plus large pour conclure ce décryptage. On parle beaucoup d'agilité à court terme, de prix, de cash flow. Mhm. Mais l'absorption de ce choc de 400 millions, ça met en lumière une fragilité de fond. Leur modèle industriel reste accroché, mais d'une manière indéfectible, au pétrole. Totalement. C'est le talon d'Achille. Et ça invite à repenser complètement un truc qu'on entend tout le temps aujourd'hui, la transition écologique. Quand on parle de créer des pneus 100% durables, sans matière pétro-sourcée, le débat est presque toujours moral, centré sur les normes ESG, les quotas carbone, la planète. Ouais, le côté responsabilité d'entreprise. Les beaux discours, quoi. Exactement. Sauf que si on lit ce rapport froidement, on se rend compte que l'enjeu climatique, c'est pas juste une question d'éthique, c'est une question de survie financière absolue.
Ah oui, mais c'est l'évidence même. Tant que le produit de base dépendra du raffinage pétrolier, l'entreprise restera à la merci de la moindre crise au Moyen-Orient. Remplacer le caoutchouc synthétique par des biomatériaux, c'est plus juste pour faire plaisir aux fonds d'investissement verts. C'est pour se protéger, en fait. C'est la couverture ultime contre le risque de marché. Le jour où tu fabriques un pneu totalement vert, indépendant du pétrole, tu viens de t'affranchir d'une dépendance macroéconomique qui te coûte des trous de 400 millions dans ton budget. La durabilité écologique, c'est le vrai bouclier financier de l'industrie lourde de demain, quoi. C'est exactement ça. C'est fou de voir à quel point l'exploration d'un simple rapport trimestriel, à la base un peu aride, permet de cartographier tous les grands défis de l'économie mondiale. Tout est lié au final. Tout est lié. Lire entre les lignes financières, c'est vraiment observer comment on essaie d'imposer un rythme rationnel à un monde géopolitique qui part dans tous les sens. C'était une super analyse en tout cas. Un grand merci d'avoir apporté toute cette expertise. Et pour quiconque nous écoute, on espère que ça vous a donné envie de garder cet œil critique sur les données économiques. À très vite pour une nouvelle exploration en profondeur.